mais c'est la bière de trop. Dans un bar qui est à 100 mètres d'ici, c'était 2 copains avec qui on a monté ça. Tous les 3 fans de foot, Bordeaux, Marseille, PSG. Et en fait, on s'est dit qu'on voulait faire le jeu qui nous ressemblait avec nos blagues, notre humour, notre ton et nos règles surtout. Et qu'est-ce que fait l'équipe MPG qui maintenant fait partie de la LFP ? Déjà, c'est un rachat qui est rare. En fait, quand on a été racheté, il y avait un double objectif. Il y avait continuer à faire grandir nos plateformes de gaming qui rend sympa le foot français, etc. Et l'autre casquette qu'on a, c'est d'aider la Ligue de foot à vraiment grandir en digital. L'app officielle de la Ligue est devenue numéro 1 sur l'App Store, catégorie sport, au moment où je vous parle. Il y a un module dans l'app officielle de la Ligue qu'on a lancé qui est vote pour l'homme du match ou note le match. En fait, on donne le pouvoir aux fans de foot de noter. Chacun se prend pour un journaliste, un commentateur RMC, et veut donner son avis. Et on donne l'opportunité dans une app de mettre une note sur 20 et donner le micro aux fans dans un service numérique avec un sponsoring d'un partenaire officiel. Voilà, c'est ça le bon combo. Bienvenue dans Partage d'écran, votre rendez-vous tech et digital dans les industries du sport, médias et du jeu vidéo. Je suis Paul Depré. Et je suis Monsieur Châtelier, mais vous pouvez m'appeler Gaël. Alors aujourd'hui, on reçoit Martin Jaglin. Salut Martin. Salut. Alors tu es cofondateur d'MPG et directeur de la croissance digitale à la LFP, c'est ça ? C'est exactement ça. Parfait. Alors avant qu'on saute dans le sujet, parce qu'on a plein de questions pour toi, Gaël, les petits rappels de... Oui, bien sûr. N'oubliez pas de nous suivre, de nous liker, de nous partager sur tous les réseaux et sur toutes les plateformes. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Voilà, alors je pense pas qu'on aura la viralité d'MPG, mais on va essayer. Martin, en tout cas, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Ça fait... pour plein de raisons, on est très content de te recevoir. Moi qui suis fan, peut-être pas de la première heure, faut pas non plus déconner, mais en tout cas, gros joueur de MPG, je suis très content qu'on soit là. On a plein de questions sur MPG, mais pas que. Et puis Gaël, toi qui es aussi gros fan de MPG depuis une semaine, c'est ça ? Oui, bon, pas une semaine entière, 6 jours. Depuis le dernier week-end. On y est presque. Donc, un puriste et un footix. Voilà, exactement. C'est exactement ça, quoi. La preuve. Comme d'habitude, je vais laisser Gaël un petit peu... nous aider à en apprendre plus sur toi, peut-être j'imagine un peu la genèse de MPG, je crois que ça s'est fait pas si loin d'ici, et puis surtout aussi ce que tu fais aujourd'hui à la LFP. Parfait. MPG, mon petit gazon donc. Mon petit gazon, mon petit gazon c'est une simulation de jardinage, c'est ça ? Le concept de l'application entre le jardinage et le foot, ouais. Je crois que ta signature, c'est jardinier en chef, non ? Ou paysagiste en chef. Jardinier paysagiste, ouais. La signature mail est importante, tout le monde la lit, mais en fait, tout le monde l'utilise pas assez. Mais c'est un super outil de communication, ouais. Donc, c'est quoi ton pitch pour MPG, pour l'application MPG ? C'est le jeu qu'il faut absolument découvrir entre amis pour se connecter chaque semaine. Il y a un prétexte, c'est le foot. C'est un jeu où tu choisis des joueurs de foot et s'ils jouent bien dans la vraie vie, tu gagnes ton match contre ton copain. Ouais. Donc c'est un jeu de management de foot. Tu as un entraîneur virtuel de joueurs réels. Mais c'est avant tout un outil pour faire marrer les bandes de potes. Parce qu'en fait, ça va te faire vivre ton WhatsApp chaque semaine. Ça va te faire avoir des émotions le week-end si tu marques ou pas. Donc c'est un jeu qui connecte les gens gratuitement. Il n'y a pas d'argent en jeu. C'est pour le fun, la fierté. Et c'est comme ça qu'on grandit depuis 15 ans maintenant presque. D'accord. C'est de la Fantasy League, c'est ça ? Fantasy League. C'est ça le concept. Et ça épice un peu les lundis matins. Je crois que c'est à 8h les résultats, non ? On fait une notification mobile à 7h du mat, ce qui s'appelle « Ton café attendra ». Et les gens adorent parce qu'effectivement, ils mettent leur café de côté et ils vont checker leurs résultats. Ou ils trouvent une bonne raison de s'isoler de leurs femmes et enfants pour regarder les résultats. Mais moi, comme mon petit se levait tôt le matin, je voyais qu'à déjà 5h30, on a commencé à avoir des résultats. Mais bon, faut pas le dire. Et le pire, c'est que dans le jeu, il y a aussi une règle où tu peux acheter et vendre des joueurs jusqu'à 2h du matin sous certaines conditions. C'est un peu Et il y a des gens qui mettent leur réveil la nuit pour acheter des joueurs et qui nous insultent après. Ils disent, c'est quoi cette règle-là, con ? Donc c'est un jeu de passion. Un jeu de passion. Donc j'imagine que tu es fan de foot depuis tout petit. Et d'où vient l'idée ? Comment est-ce qu'est venue l'idée de monter ce jeu ? Donc MPG, c'est quoi la genèse ? C'est quoi le storytelling ? Qu'est-ce que tu racontes ? Non mais c'est la bière de trop. Et c'est la bière de trop dans un bar qui est à 100 mètres d'ici. Donc je suis ravi de revenir dans ce quartier, dans le 9e à Paris. C'était 2 copains avec qui on a monté ça. On est tous les 3 fans de foot. Bordeaux, Marseille, PSG, dans le désordre. Et en fait, on s'est dit qu'on voulait faire le jeu qui nous ressemblait avec nos blagues, notre humour, notre ton et nos règles surtout. Et qu'on a fait en fait soir et week-end pendant 1 an. Donc on a sacrifié quelques moments sociaux de la vie, mais on a fait le jeu qui nous plaisait, qui était un projet, un side project et qui est devenu notre boulot 5 ans après. Génial.
Génial. Et tu viens de dire le ton MPG est très marqué, avec des vannes qui sont partagées sur l'application. Il y a et des bonus avec des noms qui sont très marqués même, type la valise ananar ou le bonus Zaya, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que ces idées-là vous viennent? Est-ce que vous avez une équipe de veilleurs qui surveille l'internet et qui vous amène des idées, ou est-ce que ça vous vient comme ça? En fait, quand on a créé le jeu, c'était un projet perso. On voulait parler dans notre jeu comme on parle de foot dans la vraie vie. Ouais. Et c'est vrai que tout ce qu'on voit sur les sites, t'as souvent un ton institutionnel, ou même tout ce qui est jeux vidéo et tout, c'est toujours sur la performance, les meilleurs, c'est toujours un peu le même territoire d'expression. Et nous, en fait, on voulait pas être une marque, on voulait pas être un truc institutionnel, on voulait juste parler comme on parle quand on regarde un match de foot et qu'on s'emballe, qu'on dit des choses qui sont pas forcément rationnelles, qui sont parfois contradictoires. Voilà, on voulait retranscrire cette énergie-là, cette débauche qu'on a les soirs de match dans un jeu. Donc en fait, on s'est dit, quels sont les trucs qui marquent les fans de foot et qu'ils n'ont pas dans les jeux vidéo de foot, dans les sites institutionnels de foot, dans les sites médias qui sont toujours très propres, lisses, etc. Et voilà, et les bonus dont tu parles, c'est l'un des trucs emblématiques de notre jeu et qui sont là pour représenter les mêmes du foot, les trucs qui ont marqué le foot. Et la valise ananar, c'est peut-être le bonus le plus emblématique du jeu. C'est le fait peut-être l'un des plus marquants les 30 dernières années dans le foot français. C'était un fait qui remonte à Bernard Tapie, que tout le monde connaît et qui est passé dans la postérité maintenant. Et voilà, c'est ça la culture foot. On peut pas ignorer ces moments-là. Donc, et ce qui est drôle, c'est que ces bonus, pour en revenir dessus, c'est que c'est un sujet qui évolue en permanence parce que la culture foot évolue. Oui, bien sûr. Hein. Avant, on avait un bonus qui s'appelait Materazzi, et je pense qu'il y a plein de gens qui sont nés après 2000 qui ne connaissent pas Materazzi, alors qu'en fait, quand tu as vécu la dernière Coupe du Monde de Zidane, Materazzi, c'était l'ennemi public numéro 1, et donc tous les footeux connaissaient ce mec-là. Et maintenant, il a disparu, donc on l'a remplacé. Et on remplacera encore d'autres choses. Il y a des trucs qui se passent dans le foot actuellement qui pourraient faire office d'un nouveau bonus, tu vois. Moi, ce que j'ai toujours trouvé assez fabuleux, c'est en fait comment vous avez réussi à vous lancer, parce que ce qui est pas simple dans MPG, c'est que tu peux pas y jouer seul. C'est un bon point. C'est l'un des points clés de la réussite du jeu, et c'est aussi l'un des points qui a fait qu'on n'a pas réussi à percer l'étranger. C'est pour jouer, il faut jouer avec des copains. Ouais. Et c'est vrai que tous les fantasy games, tous les jeux de foot qu'on connaît, ils sont basés sur le modèle inverse. C'est des jeux solo où tu arrives, tu peux directement jouer. Voilà. Ouais. Nous, pour jouer, il fallait avoir des copains qui comprennent les règles, qui te les expliquent, qui t'acceptent dans leur ligue. Voilà. Et c'est peut-être aussi ce côté un peu club fermé, il faut comprendre, etc., qui crée un peu, pas une hystérie, mais qui crée une curiosité autour du truc et qui donne envie d'aller découvrir le jeu. Et c'est vrai que on s'est rendu compte que tu as des apéros, des gens parlaient de MPG, et en fait, quand tu n'étais pas dans la ligue MPG des copains, tu étais un peu exclu. Et puis les mecs, ils avaient un WhatsApp à côté pour en parler, et tu n'étais pas dedans. Et donc, il y a un côté, en fait, je vais être dedans. Et ça a embarqué des non-fans de foot, ou alors des footix un peu légers, qui se sont mis à suivre et à connaître l'arrière-gauche de Toulouse et l'attaquant de Strasbourg. C'est clair. Parce que il faut que tu gagnes. Et en fait, il n'y a pas d'argent en jeu dans MPG. Ouais. Il faut juste battre ton pote. Et c'est vrai pour n'importe quel jeu, que tu joues aux cartes, que tu joues à Cluedo, que tu joues à n'importe quel jeu, Candy Crush ou autre, tu veux battre tes potes. Voilà. Et c'est vrai aussi dans MPG, donc tu te mets à suivre le foot, à avoir la culture foot, parce que il faut gagner. Ouais. Et c'est marrant que tu te dises ça, parce que c'est effectivement, alors pour le coup, pardon, hein, c'est du vécu. Moi, j'ai un de mes potes, Régis, si tu nous écoutes, déjà, il s'est mis au foot parce qu'il est tombé dans une bande de potes qui adoraient le foot. Mais et là, aujourd'hui, tu lui demandes c'est quoi les 3 derniers clubs de Soissons, il va te dire exactement TFC, machin. Ouais. Et le gars, il nous pilonne à MPG, il a 3 ligues en parallèle. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a effectivement ce côté. C'est un bon cas d'école d'un non-fan qui est devenu fan grâce à un jeu, tu vois. Et c'est aussi pour ça qu'on a intéressé la ligue de foot, et pour ça que toutes les ligues de foot passent par le gaming aujourd'hui pour embarquer les gens. Parce qu'en fait, il y a différentes façons de vivre le foot. Avant, tu étais devant ta télé, tu regardais ton match le dimanche soir. Maintenant, tu peux être entraîneur virtuel et joueur réel. Tu peux collectionner des cartes et les revendre. Il y a tout un tas de façons de vivre le foot. C'est pas monolithique comme avant, ça l'était. Voilà. Et alors, avant de rentrer dans les sujets un peu plus concrets, un peu plus sérieux, je pense qu'il doit y avoir des mecs un peu barrés, des groupes de potes ou de nanas qui doivent jouer à MPG, qui doivent aller un peu loin dans le délire. T'as un peu une ou deux anecdotes à nous partager de gars qui vous ont dit, écoutez, regardez ce qu'on fait nous, quoi. Il y en a beaucoup, et surtout on a une communauté qui est vraiment dingue et qui nous partage tous ces craquages. Dans le désordre,
parce qu'il y a eu des trucs, et je finirai par la plus folle. Dans le désordre, il y a des EVG qui sont organisés sur le thème MPG. Ils sont tous, voilà, donc ils se disent, on va mettre des bonus pendant tout le week-end, ils créent des jeux où ils doivent faire un mercato, etc. EVG, c'est enterrement de garçon. Ouais. Il y a des gens une ligue où le mec s'est filmé en train de sauter dans le vieux port parce qu'il est perdu. Il y a des gens qui nous envoient des additions de 400 balles parce que le dernier devait payer la bouffe à tout le monde. Et donc, non, le truc le plus fou qu'on ait vraiment eu, c'est des tatouages définitifs de notre logo sur le corps. Mais c'est pas des tatouages à l'aîné, hein, c'est des tatouages définitifs où il nous envoie la photo. Et le mec, sur les fesses, il a un tatouage de notre chef, de notre logo, ad vitam. Et on l'a invité à témoigner un jour sur une émission qu'on faisait. Et il dit, incroyable. J'avais promis de le faire, j'étais persuadé de gagner, et je me retrouve un truc à vie. Je sais qu'il y avait une marque de pizza qui avait essayé de proposer, si tu tatouais le logo de la marque, tu avais ad vitam, des pizzas offertes, etc. Tu vois, pour une marque, être sur le corps à vie d'un de tes joueurs, c'est incroyable. J'espère que vous lui avez quand même offert le mode expert gratuit à vie. On lui a même pas demandé, il l'a fait, c'est du natif, c'est de l'envie pure, tu vois. Après, il nous a dit dans l'interview qu'on a fait que sa femme était vraiment dégoûtée quand même. Parce que c'est elle qui le voit le plus, en fait, ce tatouage. Et voilà. C'est vrai que votre logo, c'est une chèvre. C'est une chèvre. Et là, il n'y a pas longtemps, il y a un mec qui a fait un marathon avec une tête de chèvre. Tête de chèvre, 40 km avec juste notre logo sur la tête en respirant et tout, ça va être l'enfer. Donc on a un genre de remontée terrain incroyable qui porte la communauté. Mais c'est vrai que c'est une des... Nous qui baignons un petit peu là-dedans, c'est un peu notre taf chez Globant, mais dans le digital, vous êtes une des communautés, je pense, les plus organiques, les plus créatives qu'il peut y avoir. C'est extraordinaire. Et ça va très très loin, les délires. Et surtout, c'est une vraie communauté. Je sais pas comment tu définis communauté, parce que tout le monde dit, moi j'ai une communauté, etc. Nous, communauté au sens... Le jour où j'ai compris que c'était une communauté, c'est quand deux personnes qui se connaissent pas se rencontrent dans un bar ou etc. Ils disent tu joues à MPG et directement il y a une connexion, ils peuvent parler des heures, du truc, de leur tactique, etc. Tu vois, là il y a le côté communautaire, il y a le côté on est ensemble alors qu'on se connaît pas. Et tu peux pas devenir champion de France de MPG en fait, puisque tu joues contre tes potes. Tu joues contre tes potes. Tu joues contre tes potes, tu joues pas contre l'ensemble des... Exactement, et ça va de pair avec le choix qu'on a fait d'être un jeu collectif. Et non un jeu solo. Quand tu as un jeu solo, tu peux être champion de France d'un jeu solo parce que tu as un classement général. Quand tu es un jeu de potes, tu joues contre tes potes. Mais c'est ce qui tient les gens. Tu vois, toute une saison. Dans tous les fantasy games, en fait, le taux d'actifs diminue fortement. Le jeu le plus connu de fantasy en Europe, c'est Fantasy Premier League. Ils ont peut-être 10 millions d'utilisateurs en août. Et je pense, j'ai pas les chiffres, mais je pense que c'est 15 fois moins quand le mois de mai arrive. Parce qu'en fait, une fois que tu es dans le ventre mou, tu lâches. Alors que sur MPG, même si t'es pas très bien classé, tu joues contre ton pote Nico, tu veux le battre, même si t'as une équipe pourrie avec des attaquants qui jouent pas parce que Luis Enrique fait des rotations et que t'es dégoûté, tu vas jouer, tu vois, jusqu'au bout. C'est incroyable. C'est vrai que prendre des joueurs de Paris, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, hein. Quoi qu'on en dise. Non, mais si tu veux, tout ce que tu me racontes, déjà, j'aime beaucoup la définition de la communauté. Je pense que c'est génial. C'est vrai que tu as raison, c'est de se dire, deux personnes qui se connaissent pas du tout ont un truc en commun, ils le savent pas encore. Et c'est MPG. Et ce que je te disais précédemment, alors tu peux bomber le torse, mais moi je trouve que vous faites partie un petit peu de cette totem finalement du nouveau patrimoine footballistique français, parce qu'il y a des émissions de radio, il y a des mags sur le foot que généralement les fans d'MPG suivent aussi, mais c'est vrai que vous faites partie un peu de cette triptyque de ce qui fait vivre le football français, au-delà évidemment de ce qui se passe sur terrain, enfin hors terrain. Il y a 2-3, je dirais, communautés, groupes qui font vivre ça, et vous en faites partie, c'est clair. C'est sympa. J'imagine que c'est ce qui a été reconnu par la LFP, donc qui vous a acquis il y a Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et donc aujourd'hui, MPG fait partie du portfolio LFP, dirons-nous. Et quel est ton rôle, toi, dans la LFP? Qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce que fait l'équipe MPG qui maintenant fait partie de la LFP? Oui, alors déjà, c'est un rachat qui est rare. Il y a, à ma connaissance, pas ou peu de ligues ou de fédérations qui rachètent des startups. C'est quand même 2 mondes différents, le monde institutionnel, le monde vraiment de l'innovation. Et c'est pas si évident que ça. Et en fait, quand on a été racheté, il y avait un double objectif. Il y avait continuer à faire grandir nos plateformes de gaming qui rend sympa le foot français, etc. Et ça, on le fait avec beaucoup plus de moyens. On peut mettre les logos. On est peut-être le seul fantasy game au monde qui peut mettre un replay
en ear live du but de ton buteur. Ouais, Si, j'ai vu ça, ouais. si tu as C'est ton canon, buteur ça. qui Ouais. marque, en quelques minutes, tu l'as dans le jeu et Ouais. personne au monde n'a ça. Donc, c'est Ouais. des trucs qui nous permettent de faire grandir les plateformes qu'on avait développées. Et l'autre casquette qu'on a, c'est d'aider la Ligue de foot à vraiment grandir en digital. Il y avait une culture forte sur les contenus, les réseaux sociaux, où la Ligue est assez forte. Tu vois, on a passé les 50 millions de followers aujourd'hui sur les réseaux, donc c'est assez costaud. Mais sur les plateformes, sur les apps, sur les sites officiels, sur toutes ces plateformes-là, il y avait tout à écrire. Et donc, on est devenu un peu l'agence interne pour développer ces projets-là. Et c'est hyper excitant de partir d'une feuille, pas blanche, parce qu'il y avait déjà des choses qui avaient été faites, mais de faire vraiment accélérer cette feuille de route pour arriver à les séduire, les fans de foot, à réussir à mettre 1 ou 2 applications en plus dans la poche des fans de foot, c'est pas évident. Et donc, on est arrivé pour mettre une culture tech, une culture développeur, qui était assez légère à la Ligue. Ouais. Ouais, donc un gros boost de digital dans Un gros boost, et là l'app officielle de la Ligue est devenue numéro 1 sur l'App Store, Ouais. catégorie sport, au moment où je vous parle. Donc voilà, après 9 mois de relancement, c'est un super jalon qui a été atteint. Ouais, c'est vrai que moi je m'imaginais que j'avais le tendre espoir de me dire que la prochaine application de la LFP allait être construite autour de MPG, en fait, que le cœur du réacteur allait être MPG, et que autour de ça, vous alliez construire la partie plutôt édito et legacy entre guillemets de la LFP, mais c'est pas le cas. Ça a Non, été abordé d'ailleurs. Ouais, Ça en a fait, été pensé souvent, bien sûr, souvent les ligues ou les fédérations, ou même le CIO, on l'a vu l'été dernier avec les Jeux de Paris, ont cette culture de dire on fait une méga app, la master app, où je mets tout dedans au chausse-pied. Et souvent, quand on fait ça, il y a des avantages, c'est qu'il y a un seul download à faire pour avoir des utilisateurs, etc. Et l'inconvénient, c'est que il y a trop d'usages différents et que pour arriver sur l'expérience de gaming, Ouais. je dois aller dans le menu, faire 3 clics, etc. Et donc, du coup, je tue l'expérience d'emblée. On a toujours été pro une app, un usage. Et c'était l'une des clés de la réussite de mon petit prono, par exemple. C'est juste du prono tout simple sur les matchs de la Coupe du Monde, de l'Euro, de la Ligue 1, de la Ligue 2, etc. Entre potes. Tu arrives, tu ouvres ton application, tu mets directement le score du match et c'est aussi simple que ça. T'as pas à faire 8 clics. Donc une app, un usage. Et en fait, le point commun, le lien entre toutes ces plateformes-là, c'est le module d'inscription, le SSO, qui permet en fait d'avoir une vision fan unifiée, Ouais. peu importe le nombre d'apps que tu as. Mais c'est vrai que une app égale une stratégie d'acquisition, une stratégie de viralité. Tu retravailles, mais après, tu offres une expérience qui est inégalée pour les fans. D'accord. Ok, alors moi je vais continuer un petit peu sur un sujet qui est peut-être un peu pour gratter ou pour aller brosser dans le sens inverse du poil pour le coup. Après vous avoir dit que vous faites partie du patrimoine footballistique français, maintenant je voudrais toucher un petit peu un sujet qui est un peu plus complexe et évidemment pas que pour vous, mais je trouve qu'il est encore plus pertinent pour vous parce qu'on a bien compris qu'il y a une communauté qui est forte, qui adopte en fait MPG et qui se le tatoue sur les fesses. Votre application est gratuite aujourd'hui et une fois encore, moi les gens qui jouent avec moi, il n'y en a pas un qui paye. Et on dit souvent que les applications gratuites, l'utilisateur est le produit, etc. Moi je pense que c'est une marotte qui est un petit peu écumée, on s'en fout un petit peu. C'est pas vrai. Aujourd'hui, tu le disais toi-même l'autre jour, on en parlait l'autre jour, payer le MPG sans pub, c'est la moitié d'un demi en terrasse. Il y a combien de personnes qui payent ça? Il y en a 3000 cette saison. Et on a sur MPG et MPP, cette saison, on doit avoir à peu près 1,5 million de personnes qui sont connectées à la plateforme. Putain. Parce que c'est un bon point, c'est un super sujet, la monétisation des apps gratuites et freemium. C'est qu'en fait, il y a depuis toujours une culture de la gratuité sur Internet. Et les services, pour beaucoup de gens, doivent être gratuits. Le paywall sur les sites médias, ça peut rendre hystérique des gens. Mais derrière, il y a une rédaction, il y a des journalistes à payer, il y a une qualité éditoriale à sortir, et ça a un coût. Et c'est la même chose sur MPG. Pourquoi on a fait ça historiquement? Parce que c'est un jeu multijoueur, comme on l'a dit. Tu peux pas jouer si tes potes sont pas là. Et donc, si tu commences à faire payer, dans ta ligue de 8, s'il y en a un qui paye pas, ça tue la ligue de 8. Donc, on a toujours été obligé d'aller sur ce modèle gratuit, avec du pour. C'est que c'est beaucoup plus facile d'embarquer une personne gratuitement. Et l'inconvénient, c'est qu'une fois que tu as dit que le jeu était gratuit, en fait, les gens ne veulent plus payer. Bien sûr. Et peu importe combien. Voilà. Donc après, on a toujours quand même mis de la publicité.
Ouais. Et ça, c'est un super... c'est toujours des gros dilemmes, parce que soit tu mets pas de pub au début pour avoir la meilleure expérience possible, tu lèves des fonds pour croître, etc. Et puis après, une fois que tu as ta communauté, tu monétises. Mais pareil, ça gueule aussi, parce que les gens ont connu le jeu sans pub pure, etc. À l'inverse, tu peux dire je mets de la pub tout de suite, tu dégrades l'expérience de ton app au début de ta vie d'entreprise, donc tu risques que les gens partent parce qu'ils sont saoulés par la pub. Donc tu as toujours ce trade-off à faire. Et moi, je sais que quand on avait appelé nos homologues américains, une boîte qui s'appelle Sleeper, qui est la seule boîte de fantasy gratuite aux US, qui avait des gros volumes, qui était hyper sociale. Et eux, ils disaient, bah non, on a levé 20 millions, mais pas de pub, évidemment, etc. Et je les avais eu 3 ans après. Ils disaient, ah merde, on n'arrive pas à monétiser. On n'a jamais mis ça dedans. Et maintenant, les gens ne veulent plus payer. Donc, ils ont basculé sur un modèle de betting, pour la petite anecdote, alors qu'ils étaient très social, etc. Okay, ouais. Parce qu'à un moment, il faut monétiser. Voilà. Ouais. Ouais. Alors que la pub, c'est elle est longue, la vidéo du jeu vidéo. Ouais, en fait, quand t'es en train de faire ta compo. Quoi. Alors sur la publicité, 70% de nos revenus. Sur ces 70%, il y a une énorme majorité qui est de la pub choisie manuellement par les équipes de MPG avec des partenaires officiels. Il y a une petite partie. Vu qu'on fait 1,5 milliard de pages vues par an sur MPG, par exemple, ce qui est beaucoup, il y a une partie qui est en programmatique. Donc on maîtrise pas exactement le flux. Ouais. Voilà, on a des exclusions, des blacklists sur religion, sexualité, des choses comme ça. Et donc, il y a des pubs qu'on maîtrise pas et des pubs qui sont moins quali, et on le sait. Mais payer 30 centimes par mois, comme tu le disais, c'est même pas le prix d'un café, alors que les gens passent des heures dessus. Mais il y en a qui ne payent pas, ils ont une espèce de blocage. Et j'ai surtout des témoignages de CSP+, de gens qui ont des sous, c'est même pas des étudiants en galère, etc., sûr. Pour qui s'acheter un sandwich c'est compliqué. Des gens qui ont des sous, qui vont te payer un resto 50 € et qui ne veulent pas payer 3 € par an pour enlever des pubs sur un jeu sur lequel ils passent 2 heures par semaine. Parce que c'est vrai, je faisais l'analogie avec un demi, mais c'est à l'année. Ouais, c'est un demi en happy hour. Un demi en happy hour. Donc, je peux peut-être passer un petit message à tous les crevards de MPG. Les gars, faites un petit effort. Hein. Moi, j'ai été convaincu. Je suis même passé. Et là où vous êtes très fort, c'est que l'upsell marche très bien. Je partais pour faire la version sans pub. Faut pas que mes potes le sachent maintenant. Mais bon, bref, je suis grillé. T'as pas une solution. On diffusera ça à la fin de la saison. Une solution sur la bande de potes. Il y en a un qui paye pour tout le monde. Si. Celui qui rince. Si, on a développé un modèle comme ça. Alors, pas pour le no-pub, c'est un truc qui s'appelle le mode expert, où effectivement, tu as du paiement partagé, ce qui est un bon casse-tête d'un point de vue tech. Oui. Parce que qu'est-ce qui se passe s'il y en a que 3 sur 6 qui payent? Est-ce que tu rembourses ou pas? Comment tu gardes l'argent? Comment tu les rembourses? Est-ce que ton prestataire de paiement te garde une partie? T'as tout un sujet technique et voilà. Nous, on a fait l'inverse. C'est-à-dire que celui qui paie le mode expert récupère la thune avant de lancer la saison. Donc comme ça, au moins, il dit, les gars, si vous voulez qu'on joue, donnez-moi les ronds, puis après, on lance la saison expert. C'est une autre façon de faire. Mais donc aujourd'hui, c'est vraiment... vous vivez beaucoup de la pub. Et le fait de faire partie de la LFP, ça vous ouvre un petit peu d'autres horizons, peut-être, que ce soit... du placement de produits, du cross-sell. Est-ce que vous avez de nouvelles opportunités en tant qu'MPG collé avec la Ligue? Ça vous ouvre de nouveaux horizons? Alors, hormis le fait, évidemment, d'avoir les droits TV peut-être en direct. Ça nous ouvre... oui, c'était l'une des raisons derrière ça, c'est que ça ouvre des horizons d'un point de vue produit. Donc, c'est ajouter des vidéos, des logos officiels, des photos de joueurs, ce qu'on n'aurait pas pu se payer, évidemment. Ça ouvre d'un point de vue commercial. Il y a une équipe partenariale à la Ligue de foot qui parle avec des marques toute la journée et qui peuvent sponsoriser le jeu. Et puis plus généralement, tu as toute la force de frappe de la Ligue 1, de la Ligue 2 qui t'aide et qui te porte. Voilà. Oui, et puis ça fait du cross-selling, j'imagine. Tu peux sauter, tu parlais de SSO tout à l'heure, de l'identification. Tu peux sauter d'une application à une autre, puisque tu es reconnu dans l'application Ligue 1 et le MPG avec le même identifiant. Voilà, tu as un compte MPG, tu peux aller sur le site officiel de la Ligue avec ce même compte. Tu peux. Voilà. D'accord. Et alors. Une question un peu plus touchy, mais vous avez aussi des groupes de nanas qui jouent à MPG ou c'est vraiment très... c'est pas touchy, en fait, on adorerait en avoir plus, on en a que 6% à date. Et alors qu'on est... dès qu'il y a des groupes de filles et tout qui jouent, on le met vachement plus en avant. Mais en fait, on peut pas aller contre le sens du courant. Il y a un moment où, si tu veux, l'audience foot, elle est quand même essentiellement mec. Et on adorerait qu'elle se diversifie. Il y a une différence sur les Coupes du Monde et les Euros, où sur mon petit prono, en fait, au lieu d'avoir 95-5, on est sur 70-30. Donc, il y a beaucoup plus de femmes dans ces moments-là. Mais voilà. Et pas de version féminine.
Ligue 1 féminine. Peut-être un jour, j'aimerais bien qu'on puisse... On en a déjà parlé avec la FFF une fois. En fait, il y a beaucoup de compétitions, plus que hommes, femmes, etc. Il y a des tonnes de compétitions professionnelles de foot. Il y a beaucoup de championnats en Europe. Il y a la CAN. Il y a tout un tas de compétitions qui rythment le foot mondial. Et donc il faudrait qu'on en fasse plus. Et après on essaie juste de choisir les chevaux qui nous font tenir toute l'année. Alors maintenant le deuxième sujet que je voulais aborder avec toi et qui m'a toujours aussi, et qui nous a d'ailleurs, parce que Gaël me parle de MPG depuis qu'on se connaît, hein, c'est tous les jours. Ah, t'as joué MPG. Depuis 6 jours. Depuis 6 jours. C'est trop bien, sans déconner. Non, un truc qui m'a toujours étonné, c'est effectivement on a vu des fois des insertions internationales dans MPG, donc on peut jouer depuis l'application française à la première ligue, etc. Alors tu me dis si je me trompe, mais je crois qu'on peut toujours y jouer. Mais est-ce que vous avez essayé de vous lancer à l'international ? On a essayé et je pense que c'est le raté qu'on a eu sur les 10 dernières années sur MPG, c'est qu'on n'a jamais réussi à en faire un jeu européen. L'audience, elle est française. On avait essayé, c'est pour ça qu'on avait levé des fonds en 2016. C'était pour se dire, on se donne une chance d'être grand en Espagne, d'être grand en Angleterre et à terme, devenir numéro 1 européen, parce qu'il n'y avait pas de raison qu'1 million de Français chaque année s'éclatent sur notre jeu et pas 1 million d'Allemands, d'Italiens, etc. Alors que c'est des pays vraiment fouteux. Donc on avait levé. Ouais. On avait recruté un Espagnol qui parlait pas français, idem un Anglais qui parlait pas français. Donc vraiment traduire cette culture foot MPG française, sauce locale. On a dépensé un tiers de la levée, donc c'était 300 000 euros sur de l'acquisition payante, etc. Et en fait, on s'est rendu compte longtemps après, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est dur de faire de l'acquisition groupée d'utilisateurs. Donc en fait, la force de la viralité française, c'était le frein du développement étranger, parce qu'en fait, on réussissait à avoir un coût download autour de 1 euro ou 2 euros, ce qui est honnête par rapport à l'ARPU qu'on a à l'année. En revanche... L'ARPU, c'est à toi là, c'est pas l'ARCOM, hein, c'est de la les revenus qu'on faisait par utilisateur par an. En revanche, pour que le downloader devienne actif, on explosait les coûts, on était autour de 20 ou 30 ou 40 euros, ce qui n'était pas compatible avec ce qu'on gagnait. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il fallait qu'un Espagnol ou un Italien ou un Anglais télécharge, ça c'était bon, comprenne le jeu tout seul, ce qui n'est pas facile parce que souvent tu es onboardé par des gens qui t'expliquent les règles, les bonus, etc. Ça, et qu'ensuite il invite ses potes et qu'il fallait les déloger de leur jeu actuel, les faire churner. Voilà, donc en fait à chaque fois tu ajoutais une barrière et c'était hyper compliqué. Donc on s'est rendu compte après coup que la meilleure façon de grandir à l'étranger, c'était de racheter ou de fusionner avec les MPG locaux. Et c'est ce qu'on a essayé de faire un moment. Avant le rachat, on était parti sur un process de levée justement pour financer un rachat. Et en fait, c'est pas un sujet qui est si évident que ça pour les VC ou investisseurs. Tout le monde préfère une croissance organique, une croissance virale, une croissance où le produit, où le jeu s'exporte naturellement. Et c'est vrai que les investisseurs n'aiment pas trop la thèse de je vais lever pour cramer la moitié en publicité ou encore pire faire un rachat. T'as beaucoup d'inconnus, tu peux avoir les techs qui partent, tu peux avoir des prud'hommes, tu peux avoir tout un tas de sujets que tu maîtrises moins, surtout qu'on n'était pas énorme, on était une boîte de 15 personnes à ce moment-là. Donc on n'a jamais été sur des rachats, mais il me semblait que c'était la bonne façon de faire. Après on a épousé le chemin français, on a la Ligue de foot, etc. Mais la thèse internationale, c'était je pense notre plus gros raté. De ne pas avoir réussi à percer. Et il n'y a pas tant de boîtes qui percent à l'étranger. Hein. C'est quand même, on connaît les gros, on connaît les Blablacar, on connaît les... Mais, et encore. L'Europe est assez fragmentée. L'Europe a c'est un continent, mais c'est 25 cultures différentes. C'est des contraintes juridiques différentes. C'est pas forcément le même système de paiement, les mêmes apps sociales, les mêmes... Il y a beaucoup de champions nationaux, en fait. C'est-à-dire que dans chaque pays, vous allez retrouver un MPG ou un équivalent dans chaque pays ou un Blablacar dans chaque pays. C'est ça qui rend la chose compliquée. Ouais. Et d'ailleurs, c'était un truc qu'on a fait pendant le Covid, quand tous les jeux de fantasy, ou enfin d'ailleurs beaucoup de business étaient en fragilité. Alors nous, en France, on a une coupure de quelques mois du championnat, donc là, voilà. Mais on s'est rapproché dans ces moments un peu de flottement et on a pu partager les chiffres avec nos homologues européens. Et c'est ce que j'invite à faire tous les entrepreneurs, de partager avec les concurrents, parce que potentiellement un jour vous les rachèterez ou c'est l'inverse, vous ferez acheter, mais créer des liens, même si c'est votre ennemi, que voilà, vous êtes sur le même ring. C'est des moments qui étaient importants. Donc on avait les chiffres respectifs des uns et des autres parce qu'on s'était fait confiance et on savait que s'il fallait faire un géant européen, on aurait pu le faire ensemble avec toutes les difficultés que ça avait. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid ? Donc parce que vous dépendez, MPG fonctionne avec le championnat. Si il y a des matchs de week-end, l'application fonctionne. S'il n'y a pas de match, qu'est-ce qui se passe ? L'été, pour la faire courte, on a eu effectivement le championnat français a été coupé, donc pas de championnat français, pas de MPG. Premier point.
on a fait le jeu de simuler. On jouait sur FIFA les matchs. On faisait Saint-Étienne-Nantes et autres et des trucs comme ça, et après en fait selon le résultat du match qu'on diffusait en live, on l'importait dans MPG et on faisait des rencontres. C'est qui jouait? Soit une personne de l'équipe MPG, soit des membres de la communauté. Enfin, on a fait la farce pour dire on tient bon, on lutte, on fait des matchs virtuels qui viennent nourrir un jeu virtuel. Donc c'était un peu Inception le truc. Et après en fait non, le foot a repris, les stades étaient vides, mais le foot a repris. Donc en fait on a eu 2 mois et c'était la fin de saison et pour toute l'industrie du foot, c'est ça, la fin de saison, il y a plus beaucoup de, il y a moins d'activité. D'accord. Okay. Et on a parlé un peu de l'international dans les fails. T'as pas encore un autre truc? Tu voulais nourrir le podcast d'anecdotes. Allons-y, quoi. Il y a pas un autre fail où tu te dis putain, quand même on a été mauvais, ou au contraire c'était un truc plutôt drôle dans votre parcours? Non, c'est pas un fail. Il y a des histoires qui sont connues, hein, mais c'est on était en froid avec l'équipe assez fort parce qu'en fait on piquait leurs notes, les notes de l'équipe. C'est les notes qui font foi en France aujourd'hui. Alors peut-être un peu moins qu'avant parce qu'il y a d'autres notes sur des SoFoot ou sur des applications de score direct. Les notes des joueurs. Hein. Les notes des joueurs. Les notes sont notées par des journalistes sur 10 semaines, après un match. Et c'est un truc qui comptait. Et donc en fait on piquait ces notes-là, on allait sur l'équipe.fr et on retapait. Ouais, au début il y avait même pas d'API, donc on avait un back office et le dimanche soir on tapait toutes les notes et c'était des bons souvenirs et c'était aussi l'enfer. Et en fait au début on passait en sous-marin, puis après on est devenu plus gros, donc ça a été visible. On a reçu un courrier qui disait arrêtez toute affaire cessante. Et effectivement, c'était pas notre IP et on n'avait pas le droit de le faire. Ouais. Mais de ce mal-là est née l'envie de faire un algorithme propriétaire. Donc après, on a acheté des stats, un fournisseur de stats. Et Greg a fait un algo qui donne une note sur 10 grâce à 120 stats par joueur. Donc d'un mal est né un bien. Et puis l'histoire a fait que après on s'est rapproché de l'équipe, enfin plutôt de la famille Amaury qui a investi dans MPG. Et après, moi, je me suis retrouvé sur un plateau à l'équipe. Donc, on est redevenus copains parce qu'en fait, on comptait dans les apps de foot en France. Voilà. Aujourd'hui, donc, vous avez les deux. Et aujourd'hui, il y a les deux. Tu arrives, tu choisis soit les notes équipe, soit les notes MPG. Et à 88%, c'est les notes MPG qui sont, même plus, même peut-être 90%. D'ailleurs, il y a des grandes différences dans les, je t'avoue, je suis pas dans ce détail-là, mais il y a des grandes différences à la fin d'un week-end entre les notes MPG et les notes l'équipe. Elles sont pas si énormes que ça, mais parfois sur le match du dimanche soir, là tu vas avoir un craquage le dimanche soir, et en fait un algo rate certaines statistiques importantes ou des choses qui comptent parce que par exemple on n'a pas le jeu sans ballon d'une personne, on peut pas avoir la stat de il a fait super 8 super appels, il s'est bien positionné sur le terrain, ça n'existe pas en statistique. Donc en fait on note le jeu avec ballon alors qu'en fait le jeu avec ballon c'est peut-être 5% du match d'un joueur, tu vois, donc il y a aussi des biais. Et le biais côté journaliste, c'est qu'en fait, donner des notes à 22 joueurs ou 25 avec les remplaçants, alors que t'es pas aidé par la statistique et que tu fais que sur ta mémoire et ton œil, alors que tu sais pas si le mec a fait 8 tacles réussis, s'il a fait 2 corners foireux, c'est impossible. Donc en fait, les notes, elles sont évidemment biaisées par j'ai vu une action qui comptait dans le match avec un grand pont, donc je vais pondérer plus sa note, ou alors, voire pire, je le connais. Donc il n'y a pas de note parfaite. Il paraît que ça arrive des fois, la connivence entre journalistes et joueurs. Mais oui, effectivement, c'est marrant parce que tu as aussi maintenant les notes qui comptent à fond, c'est les notes dans FIFA, Ultimate Team, enfin EAFC Ultimate Team. Mais ils sont brillants, ils ont réussi à faire de la sortie annuelle de la carte FUT et de la carte FC un moment pour les joueurs, et ils l'orchestrent hyper bien. Tu vois le joueur le reveal, où tu vois le joueur qui découvre sa carte et qui dit j'ai 88 en puissance de frappe, je suis pas si lent que ça, pourquoi vous m'avez mis ça? C'est génial. La data devant les joueurs avec des petites capsules vidéo, on adorait avoir ça. C'est vrai qu'on on parlait tout à l'heure de la monétisation. Pour le coup de EAFC, c'est un peu tout l'inverse. Ils ont réussi à avoir une communauté captive de joueurs qui tous les ans vont mettre 70 € pour acheter leur jeu, plus acheter des paquets de cartes dans Ultimate Team, qui sont des paquets de cartes digitaux, quoi. Donc c'est vrai que c'est un ovni. C'est pour moi le jeu vidéo absolu où d'habitude soit tu payes upfront et après tout est gratuit, soit tout est gratuit et après tu payes à l'acte sur des achats ou des in-app purchases ou des items dans le jeu. Ils ont réussi à faire les deux. C'est bravo à eux. On a compris quelques fails. Moi, c'est vrai que je trouve le côté de l'équipe, j'aime bien ce côté de, effectivement, mais les deux côtés se comprennent, quoi, que ce soit eux qui vous attaquez et puis derrière, eux qui reviennent
à vous dire, bon, en fait, les gars, il faudrait quand même qu'on devienne potes parce qu'il y a un truc à faire ensemble. J'imagine que ça n'a pas été non plus tout le temps super simple avec la Ligue, donc la Ligue de foot professionnelle et la Ligue 1. Aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure, vous êtes un des rares cas d'une start-up, d'un produit 100% digital qui a été racheté par une ligue. C'est souvent l'inverse. Enfin, le cas de Globant, par exemple, nous, on a fusionné avec la Ligatech, donc l'ensemble de produits digitaux qui ont été développés par la Liga. Donc Globant a investi à hauteur de 51%. Donc aujourd'hui, c'est devenu notre entité Sportia, donc ce qui est plus traditionnel, je dirais. Mais dans votre cas, vraiment une ligue qui a vu un peu ce petit diamant dans la forêt briller et qui a mis la main dessus, c'est très rare. Comment ça s'est passé? Comment sont faits les rapprochements? Et c'est quoi aujourd'hui d'être, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais plus dans le détail, c'est quoi d'être un peu, finalement, le poil à gratter digital dans une ligue de sport? Alors, comment ça s'est passé? On était au milieu d'une levée de fonds quand on a reçu une première proposition de rachat d'une autre société, rien à voir avec la Ligue de foot. Ouais. On était sur un projet, vu qu'on n'avait pas réussi à être le géant européen qu'on espérait, on était sur un projet Web3 donc une levée Web3 pour réussir à créer un nouveau concept où, vu que les gens passent des heures sur notre plateforme, réussir à accumuler tout un tas d'items NFT ou des tokens pour valoriser en fait l'énergie qu'ils ont mis sur MPG et que ça a une valeur en externe. C'était un projet, je peux pas tout vous raconter, mais c'était ce projet-là. Et au milieu de cette levée... On aurait bien envie d'en apprendre maintenant que le Web3... Non, parce que si jamais on sort le concept un jour, je me le garde au chaud. Bien sûr. Mais donc on avait 2 millions d'euros qui étaient promis de la part d'investisseurs sur les 4 qu'on cherchait. Ouais. Et au milieu de la levée, je pense que les financiers à Paris ou les petites boutiques parlent entre elles et on a reçu une propale de rachat d'un gros acteur français. Et à ce moment-là, en fait, on est parti sur ce que les experts appellent un dual track, c'est-à-dire, et d'un côté, on continue la levée de fonds, parce qu'en fait, il y avait une thèse de dire, il faut sortir ce concept-là pour faire grandir MPG, pour faire une nouvelle expérience pour les utilisateurs. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'il y avait une propale qui était intéressante et que tu as envie aussi de pousser le bouchon pour dire, s'il y en a un que ça intéresse, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres que ça intéresse? Donc, c'est un peu... T'as le cul entre deux chaises, c'est pas évident, parce qu'en fait, il faut se dire, si jamais il n'y a pas de rachat, il faut continuer l'expérience, lever pour pouvoir recruter et continuer à gagner de l'argent. Et de l'autre côté, tu te projettes complètement différemment, où tu deviens non plus entrepreneur, mais intrapreneur. Tu es au sein d'une boîte qui t'a racheté pour essayer de développer et ton concept et d'autres choses pour cette boîte. Ouais. Et donc, première proposition de rachat. Et là, en fait, on est parti sur un projet, on a vu une dizaine de sociétés qui nous connaissaient, en fait. Ça, c'est un autre enseignement qu'on a eu, c'est souvent la boîte qui va te racheter, c'est une boîte que tu connais. Donc on a parlé beaucoup avec 10 boîtes, on s'est rapproché de 5 boîtes fortes et on a eu 3 offres fermes, 3 LOI pour nous racheter, soit dans le domaine audiovisuel, soit dans le pari sportif. On a vu aussi des boîtes de gaming et etc. Et en fait, le projet de la Ligue de foot à Benjamin, Grégory et moi nous plaisait beaucoup. D'une part parce qu'on est au cœur du réacteur de ce qu'est le foot. Donc quand tu es un footeux, tu te dis waouh, je suis dans la matrice. Et deuxièmement parce que comme je disais tout à l'heure, il y avait beaucoup de choses à faire. La Ligue avait une espèce d'une dette digitale qu'il fallait éponger. Et c'est super de pouvoir se dire on va accélérer fort, on aura plus de moyens. Et voilà. Là où d'autres boîtes nous proposaient quelque chose qui était déjà plus entamé et un peu moins rigolo. Donc on savait qu'on partait de plus loin, mais qu'il y avait plus de choses à faire. Et au niveau culture d'entreprise, il n'y a pas eu un petit clash entre vous qui êtes les start-upers avec votre produit digital, un ton décalé et arriver dans la ligue de football professionnel? Alors peut-être que c'est mon stéréotype, mais un peu plus traditionnel, un acteur historique du football, etc. Il n'y a pas eu un petit clash et une mise à niveau qui a dû se faire des deux côtés? Oui, il y a clairement un décalage de culture. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Parfois, c'est ça qui est dur, tu as raison. Effectivement, une ligue de foot ou une fédération, c'est beaucoup s'occuper du régalien, faire en sorte que la compétition tourne, sortir les calendriers, avoir les commissions de discipline, vraiment faire en sorte que la boutique tourne. Donc, c'est pas une culture où il faut essayer de tout changer, de tout innover. Il faut au contraire, il faut qu'il y ait une structure. Et là où une start-up vient pour casser un marché, pour sortir quelque chose qui n'existait pas quelques années avant. Donc, c'est un gros choc. Où, disrupter n'est pas dans le dictionnaire de la ligue. De toutes les ligues. De toutes les ligues. Mais souvent, les ligues, elles sont assises sur un trésor qui est la compétition qu'elles gèrent. Et donc après, il y a beaucoup de gens qui viennent les voir, des startups, des partenaires qui veulent leur proposer de l'innovation. Donc l'innovation, elle est souvent externe, externalisée à une ligue. Nous, c'est la première fois
que ça se fait en France, c'était de l'internaliser. Voilà. Et ça a beaucoup été porté par CVC, qui a mis 1,5 milliard pour acquérir une partie de la société commerciale de la Ligue, et qui voyait d'un bon œil le fait de faire rentrer une vingtaine d'experts digitaux, de penser les sujets de demain, de réussir la transformation numérique de la Ligue. Donc ça s'est beaucoup fait aussi dans ce... Et vous arrivez à avancer au rythme auquel vous voulez avancer Alors jamais assez vite. Ouais, bien sûr. Non mais en fait quand t'es en mode start-up, tu peux mourir du jour au lendemain. Donc en fait t'as toujours ce sentiment d'urgence. Les choses doivent être faites dès le lendemain, etc. Là effectivement, il faut faire une cote mal taillée entre les deux. Mais en fait il y a une bonne autonomie de la cellule digitale. Donc finalement en fait on peut avancer sur nos projets, surtout ceux qui ont une rentabilité. MPG en fait a toujours été rentable. Et donc en fait, c'est beaucoup plus facile d'être rentable et d'avancer que quand tu es un puissant fond et que tout le monde dit bah t'es gentil mais t'as tapé dans les budgets et on est déjà un peu limite cette année. Qu'est-ce que vous avez dans les cartons justement, dans les innovations après la nouvelle version de l'application que vous avez sortie donc il y a 6 mois? Qu'est-ce que vous avez dans les cartons? Que tu peux nous partager, qui soit pas secret. Et en fait, c'est déjà même sorti du carton, donc on peut en parler. Donc il y a MPG, MPP, le site officiel de la Ligue. Et en plus, on a sorti un jeu qui s'appelle Coach Ligue 1, qui est un jeu de fantasy NFT, qui permet de la collection de cartes façon collection Panini ou autre, mais version numérique, dans lequel tu peux, t'as une marketplace pour échanger tes cartes. Et donc c'est un jeu qui permet, grâce à la blockchain, d'avoir une preuve numérique que tu es titulaire d'une carte. Donc on ne parle pas de NFT, sauf dans un podcast d'experts où les gens comprennent, mais en fait, c'est un moyen et pas une fin. C'est-à-dire que ça permet juste de prouver sur la blockchain qu'il y a vraiment une unicité d'une carte, par exemple. Et après, de coller là-dessus un jeu de fantasy, où c'est un peu le MPG, mais avec plus d'engagement de la part des utilisateurs, parce qu'en fait, tu vas dépenser pour des cartes et tu peux gagner plus au sein du jeu via ce que tu as fait toi en tant que manager virtuel. D'accord. Donc c'est un projet qui s'appelle Coach Ligue 1 qui a 40 000 utilisateurs alors qu'on l'a sorti il y a 8 mois et qui, grâce à la réglementation Jonum qui va jouer, c'est un truc un peu technique, mais qui sera un jour qui est débattu régulièrement et qui doit avancer, permettra d'avoir un cadre réglementaire pour accélérer ce type de plateforme. Ce qui était un petit peu, d'ailleurs, c'était un peu le cheval de bataille de Sorare. Exactement. C'était, il y avait un flou juridique et discussion auprès des parlementaires et autres pour avoir un cadre. D'accord. Et ça a été développé par les équipes, par vos équipes en interne? Non, ça on l'a fait avec un partenaire. Ok. On l'a fait avec un partenaire qui a développé, qui avait un jeu un peu similaire, et vu qu'on était déjà sur trois plateformes, bien sûr, et que voilà, il y a vous êtes une vingtaine, c'est ça sur la côté vraiment tech, on est une vingtaine, donc moins de 10 développeurs, donc vous connaissez les ratios. Déjà, c'est un exploit de faire ce qu'on fait. Non, c'est clair que des développeurs pour 3 applications, dont une refonte de l'application Ligue 1, c'est pas donné. Bien sûr. On sait qu'une fois que c'est en ligne, il faut continuer à travailler dessus et que ça évolue tout le temps. Donc, et je pense que partage d'écran ne serait pas partage d'écran sans parler une seconde de l'IA. Il y a des projets, alors que ce soit au sein de vos applications, mais toi, peut-être des choses dans les couloirs dont on entend parler, que tu peux évidemment nous partager sur des usages de l'IA. Je sais pas, au niveau du broadcast, au niveau de la LFP de manière générale. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous partager ou des sujets de réflexion aujourd'hui au sein de la LFP et de MPG? Bien sûr. C'est évidemment au cœur de ce qu'on fait. Par exemple, les développeurs utilisent Cursor, qui est assez connu du monde tech pour le développement. Sur la partie communication, nous on a une solution qui est assez bien, c'est qu'on a une charte à s'identifier sur MPG. Historiquement, en fait, on n'avait pas les photos officielles, donc on a fait beaucoup de dessins. Donc on a une charte où il y a beaucoup de dessins, des personnages emblématiques, des bonus, etc. Et ce traité dessiné qui avait été fait par Gauthier, que je salue, on a trouvé une solution. On le salue tous, Gauthier, parce qu'on a tous en tête les images des bonus, entre autres. Exactement. Et on a trouvé une solution française, une boîte qui s'appelle Lasco, qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, qui permet en fait de venir nourrir un modèle pour toi au sein de leur interface. Donc tu leur envoies en fait tout ce que tu as fait en charte depuis des années. Et eux, ensuite, ils t'offrent cette interface où tu fais un prompt et ça va te sortir tout à ta charte. Ah, c'est génial. Donc en fait,
Voilà, c'est-à-dire que notre équipe graphiste, qui est assez limitée, elle continue à faire tout ce qui est nouveau, nouvel asset, nouveau design créatif, etc. Mais tout ce qui est déclinaison, notamment pour les réseaux sociaux, pour les newsletters, pour des choses au sein du jeu, grâce à ce type de solution d'IA générative d'images, on peut très facilement décliner et les résultats sont bluffants. On a ça, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre en vidéo, qui est évidemment un sujet où l'IA arrive pour détecter les moments chauds d'un match, pour aller clipper les bons moments. On vient de lancer dans l'app officielle de la Ligue un système de story. Et en fait, on va générer une story comme sur les réseaux sociaux pour résumer le match de ton club de cœur. Donc, on va résumer le match de Nantes, par exemple. Et on va sélectionner via le flux diffuseur, qu'on va diffuser le lundi parce qu'on n'a pas le droit le week-end, on va récupérer... je l'ai fait en IA, des séquences vidéo qui ont été notées au-dessus de 3 sur 5 par une IA. Donc en fait, on détecte automatiquement que c'est une bonne action. Et donc, on va le mettre dans ton résumé de match. Et l'utilisateur, le dimanche à minuit, il arrive sur l'app officielle et en 2 clics, il a le résumé de son match en story personnalisé à son club de cœur. C'est canon. Voilà, ce genre de truc assez cool. Et avec un double usage de l'IA, c'est-à-dire que d'un, il y a l'IA qui va noter et de deux, l'IA qui va découper automatiquement les highlights et vous les organiser en story. Voilà. Ça, c'est le type d'usage IA qu'on a en plus de tout ce qu'on utilise au quotidien. Et bon, l'IA, c'est évidemment au cœur de nos réflexions de tous. Mais sinon, des choses un peu plus... est-ce qu'on peut rêver demain à avoir un jeu de foot, la Ligue 1 il y a des choses un peu comme ça, un peu folles qui sont en réflexion. Pour l'instant, on va déjà intégrer MPG, MPP et... Écoute, ouais, là déjà, non, j'ai pas de scoop sur un jeu incroyable qui est là tout chaud, tout prêt. On a déjà quand même 4 plateformes à faire vivre et c'est beaucoup. Mais il y a forcément des concepts qu'on n'a pas encore craqués. Tout ce qui est en stade, par exemple. On a vu des concepts de VR et de choses comme ça en stade, mais pour moi, j'ai pas encore vu le cas d'école qui casse tout sur une app dans les stades. Tu vois, j'aimerais bien qu'on réussisse parce que c'est le moment où il y a des moments de ferveur, des moments de passion. Ouais. Et à part les QR codes où tu scans pour gagner un maillot dédicacé, j'ai pas beaucoup de mécaniques que j'ai vues qui m'ont bluffé. Il y a encore un territoire là-dessus à adopter. Je pense que si tout un truc allait craquer autour de quand tu regardes ton match, t'es seul chez toi, comment tu te connectes avec les autres, comment tu te connectes, est-ce que c'est un casque? Ça, c'est le truc le plus ambitieux, mais ça passe par un équipement. Donc avant que tout le monde ait sa vision pro, etc., c'est un peu de temps. Mais est-ce que tu peux retranscrire une expérience vocale? Est-ce que tu peux retrouver le bruit du stade chez toi? Tu vois, il y a ce moment de match ou en stade ou chez toi qui peut être repensé grâce au numérique. Ouais. Je pense qu'on pourrait avoir un concept. On n'a qu'à faire des buvettes roulantes. Comme ça, on va reconstituer la buvette devant chez toi quand tu fais venir tes potes. Ouais. Voilà, je pense qu'on peut. On a un concept là, Gaël. Je pense que c'est bien notre truc, ça. Effectivement, l'expérience dans le stade est, à mon avis, et tu l'as bien dit, sous-évaluée, en tout cas sous-exploité, en tout cas en France. Moi, je t'invite à regarder ce que l'on a fait pour les Clippers dans l'Intuit Dome. Alors, on n'en est peut-être pas là aujourd'hui. On a bien compris au travers de différents épisodes qu'aujourd'hui, le sport US et le sport français, il y a un petit décalage. Mais on a construit pour les Clippers, par exemple, directement sur le fauteuil, un petit joystick pour faire un peu de gamification à des moments où il faut voter sur l'action du match, sur plein de choses. En fait, ce que tu peux faire aujourd'hui à distance derrière ton écran, de le faire dans le stade. Donc peut-être il y a des petits sujets à garder, à construire au travers d'une app, par exemple, ça pourrait être le cas. Mais je pense que c'est vrai que c'est super intéressant de se dire comment... Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a aussi une réalité, c'est que les stades sont pleins, mais les places sont pas données. En tout cas, pour le club qui nous tient à cœur, aller voir un match aujourd'hui au parc, c'est pas la même chose qu'il y a 20 ans. Allez, il y a 10 ans, on va dire déjà. Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter comme expérience en plus pour la personne qui est dans le stade au-delà? Évidemment, et qui est quand même l'expérience principale, c'est de vivre le moment présent dans le stade. C'est vrai qu'il y a des... Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'après, est-ce qu'il y a finalement une expérience numérique à inventer ou est-ce que c'est pas un moment où les gens font enfin, sans leur téléphone, ils sont en train de vivre le match, en train d'hurler je sais pas quoi.
peut-être aussi se dire Peut-être. voilà, nous il y a quelque chose qu'on adorerait, c'est que si tu as des joueurs dans ton équipe MPG sur le terrain, qu'avec ton téléphone bah tu puisses en réalité augmentée voir la note en dynamique qu'il a. Tu vois, tu pointes le téléphone sur le stade. Bah on pourrait le faire. Il y a plein de choses à faire. Mais est-ce que c'est un usage méga niche où on va faire 6 mois de dev et on a des idées dans les cartons, mais. Ouais, j'imagine. Non, c'est effectivement, et je pense qu'il y a, pour revenir un petit peu, pour reboucler à ce qu'on disait au début, vous n'êtes pas des philanthropes. Il y a qu'à un moment donné aussi de dire, et je pense que ça pour tous les gars et les filles qui ont des super idées à vous envoyer, réfléchissez aussi derrière comment ça peut monétiser, parce que je pense qu'on a tous plein de bonnes idées comme les buvettes roulantes, mais comment on monétise ça? Est-ce que c'est un peu aussi le nerf de la guerre pour vous? Parce que effectivement, tu dis qu'aujourd'hui, vous avez une grosse communauté, mais il y a, je pense, effectivement, mais dans le bon sens du terme, comment on monétise aujourd'hui des produits comme le vôtre? Parce que je pense pas que vous êtes le genre de plateforme qui va s'enrichir en vendant la donnée des joueurs. C'est pas votre vocation, en tout cas, je l'espère pas. Parce que vous avez quand même beaucoup d'infos sur moi, sur le mur de la taille. mais je pense pas que c'est votre vocation. Donc, effectivement, comment on peut trouver des modèles pour vous qui soient pérennes? Bah, tu vois, typiquement, il y a un module dans l'app officielle de la Ligue qu'on a lancé qui est vote pour l'homme du match ou note le match. Ouais. Tu vois, et on le fait, et notamment parce que c'est sponsorisé. Typiquement, voilà, Essilor a pris le partenariat pour l'homme du match. Et c'est un module qu'on aime bien parce qu'en fait, on donne le pouvoir aux fans de foot de noter. Chacun se prend pour un journaliste, chacun se prend pour un commentateur RMC et veut donner son avis. Et on donne l'opportunité dans une app de mettre une note sur 20 à chacun des matchs que tu vois, ou de dire l'homme du match, bah non, c'est pas celui qui a marqué les 2 buts, c'est Miko Tadze parce qu'il a fait, il a été hyper présent sur la phase offensive ou je sais pas quoi. D'accord. Donc c'est ça, c'est donner le micro aux fans dans un service numérique et avec un sponsoring d'un partenaire officiel. Voilà, c'est ça le bon combo. Et est-ce que cette note-là, elle est in-app Ligue 1 ou est-ce qu'elle est partagée aussi avec avec la retransmission télé? Cette note-là qui est donnée par le. C'est la note qui compte, c'est ça le truc de dingue. C'est qu'en fait, vraiment, tu vas noter sur le Nantes Saint-Etienne. C'est toi, fan, qui va donner la note et après, à la fin du match, l'homme du match aura son petit trophée. Ouais, ok. Grâce. Voilà. Là où beaucoup de ligues ou d'institutions, c'est un peu boîte noire. Ouais. On a dit, on file le micro et le pouvoir aux fans. Et en fait, il faut qu'on le fasse savoir. Et c'est pas assez su, je pense. Tu vois, et l'homme du match mais en fait, qui a voté? Maintenant, de plus en plus, sur DAZN, il y a l'indication allez voter. D'accord, ok. Donc, mais voilà, ça prend du temps de lancer d'asseoir un service, une fonctionnalité, de la rendre incontournable pour les fans de foot. Les gens ne savent pas, tu vois, donc c'est long. Encore merci Martin de nous avoir partagé un petit peu les secrets de fabrication, les plantages et les grandes réussites de MPG. Comme à chaque épisode, on va terminer avec la playlist. Je te laisse la main, Gaël, pour lancer le sujet. Donc Martin, partage d'écran, c'est médias, sport et gaming. Donc comme chaque fois, on demande à notre invité quels sont son plus grand souvenir sportif, par exemple. Bon, j'ai un double plus grand souvenir sportif, c'est évidemment les France-Argentine de 2018 et 2022. C'est pour ça que ça me fait mal au cœur de te voir avec ce maillot de l'Argentine. On a que 2 étoiles. Hein. J'ai pas encore accepté le... Mais je pense, et surtout la finale 2022, on a complètement dépassé le cadre du foot. C'était le théâtre. Tu passais par toutes les émotions, par la joie, la tristesse, la haine. J'ai rarement vu des gens autant bouleversés en regardant 22 personnes courir sur un terrain. Et c'est ça qui est passionnant dans le foot. C'est un truc qui a rendu les gens hystériques. C'était une hystérie collective vue par je sais pas combien de milliards de téléspectateurs. C'était fou. Hein. C'était du théâtre vivant. Voilà. Donc mon souvenir foot, c'est évidemment ça. Après, moi, je suis fan de PSG, donc les Camboiré contre le Real, tous ces souvenirs-là, moi, c'est gravé. Mais les souvenirs récents, malgré ton maillot, c'est ceux contre l'Argentine. En fait, j'aurais dû te ramener. J'ai une VHS PSG 92-93. J'aurais dû te la ramener. Est-ce que tu peux nous recommander un média? Alors, ça peut être film, série TV, livre, pourquoi pas? Moi, il y a une série qui m'a marqué l'année passée, c'était la série sur Magellan. Alors, c'est une série documentaire. Ah ouais. Mais qui était incroyable, qui retranscrivait en fait la folie que c'était
De découvrir en fait d'être le premier humain à faire le tour du monde. Enfin d'ailleurs il n'a pas fini, c'est ce que tu apprends à la fin de. Mais c'était un. Pour ceux qui n'auraient pas lu pas leur histoire. Après c'était il y a 500 ans donc. Ouais, les gens ça, et c'était une série qui décrivait ce que c'était à l'époque de partir sans savoir s'il y avait un bout du monde, combien de temps t'allais partir, sans savoir si t'allais avoir des maladies, sans savoir par où passer, c'était de la folie complète. Et d'ailleurs, les historiens, quand ils racontent cette série, ils font le parallèle avec les premiers humains qui ont été sur la Lune. Ils disent, mais c'était beaucoup plus fou. T'étais pas connecté avec la Terre, t'avais pas de moyens technologiques pour t'aider. C'était des marins de haut niveau qui étaient fous pour aller à l'autre bout de la planète sans aucune garantie de retour. Et d'ailleurs, ça a été un carnage total. Et il y en a très peu qui sont revenus, mais ceux qui sont revenus ont marqué l'histoire. Voilà. Ouais. C'est quoi le titre de la série ? C'est Magellan. D'accord. Voilà. Bon, sinon, plus récemment, j'ai regardé Sévrance, mais j'ai moins aimé. Très bien. Moi, je pensais que tu allais nous sortir Sunderland FC ou un truc foot, mais non. Non, mais on aurait pu parler des séries de Bernard Tapie, de tout cela, mais sortons un peu du foot. Quoi. Ouais. Bon. Et alors je sais pas si t'es gamer. On a parlé un peu de jeux vidéo, mais quel est ton jeu vidéo MPG reste un jeu quand même. Préféré, oui, hormis MPG. Hormis MPG, ouais, effectivement, je suis pas un gamer. MPP. Mais j'ai un gros respect pour le Mario Kart. Je vois en fait tous les midis, ça joue dans nos bureaux. Ah oui. Et c'est le genre de jeu qui a réussi à rester hype, je sais pas, 20, 30, 40 ans après sa sortie. C'est un peu comme le Word. C'est le même outil, le même logiciel que tout le monde utilise, qui a pas bougé. Enfin, évidemment, ça a bougé et ça n'a rien à voir, mais le fond du gameplay reste le même et il reste incontournable. Ouais. Et moi, même personnage, et c'est un peu comme MPG. En fait, on a bientôt 15 ans et en fait, on se dit toujours, mais est-ce que tu te démodes? Et en fait, ça reste assez fort auprès des fans de foot et rester en haut de la page régulièrement. C'est, gros respect pour ces genres de jeux. Merci. Écoute, t'es dans l'actu en plus, le nouveau Mario Kart a été annoncé hier, donc c'est parfait. Merci beaucoup Martin, c'était top. Ça fait partie aussi des gens qu'on voulait recevoir. Tout le monde voulait parler foot avec toi, parce que pour nous Globant c'est un sujet qui nous tient à cœur. De par l'origine de Globant et la passion de nos collègues argentins, et pas que, mais dans le foot. Et je t'avoue que tu parlais de 2022, moi c'est aussi un truc qui reste gravé pour moi parce que j'en souffre encore aujourd'hui. Parce qu'on parle beaucoup espagnol et beaucoup avec nos amis argentins au quotidien, donc ils sont très taquins, ils nous rappellent régulièrement Argentine 1, France 2. Bref, et en tout cas voilà, c'était génial d'en savoir plus. Moi, à titre personnel, c'était cool de te rencontrer parce que MPG, moi j'y joue toutes les semaines, même si cette saison je suis dernier du classement. J'ai 0 points, 7 matchs, moins 23, enfin, c'est la cata. Mais on pourrait te publier sur nos réseaux sociaux d'ailleurs. Parce que... Ah non. J'ai honte. Faire des captures d'écran. J'ai honte. En tout cas, c'était cool aussi d'en savoir beaucoup plus sur la LFP et puis de comprendre en fait comment une ligue intègre une structure comme la vôtre. Donc merci beaucoup et merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un prochain épisode de Partage d'écran. Salut Martin. À très bientôt.